Bonsoir. Ils constituent le CVCI, le collectif des victimes de Côte d'Ivoire. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Pourquoi sont-ils farouchement opposés à la liberté de l'ex-président Laurent Gbagbo? Issaka Diaby, le président en exercice de ce collectif, sera avec nous. Et tout au long de cette émission, il répondra à nos différentes questions. Car vous le savez, ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, c'est une nouvelle semaine qu'on entame avec toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur et simplement à l'idée de vous savoir fidèles et très nombreux. D'ailleurs, chaque jour, vous nous témoignez votre amour, vous nous témoignez votre fidélité et surtout cet attachement-là, ce rendez-vous-là qui est au Live Talk, on en profite pour vous dire merci. Autour de moi, comme tous les soirs, j'ai envie de dire. Il y a ma sympathique team, elle est composée, recomposée. Monsieur André Bois. Comment allez-vous, monsieur André Bois? Ça va, Brice. Bonsoir à tous. On démarre une nouvelle semaine avec toujours le même enthousiasme. Très, très bien. Vous savez, les salutations de tous vos amis internautes qui vous aiment beaucoup. Qui vous aiment beaucoup. Franchement, tous les messages que nous avons reçus, franchement, c'est de l'amour, ça. Mon jeu de mots. Rana Assi. Bonsoir Brice. Bonsoir, vous êtes magnifique ce soir. Merci, tout autant que toi. Merci. Voilà. Madame Bleu, bonsoir. Tout autant que toi. Merci, c'est gentil. Excellent. Bonsoir, Et Brice. puis, sur notre plateau, on lui tire un petit sourire. Monsieur Issaka Diaby, bonsoir, comment allez-vous? Merci, ravi d'être parmi votre très bonne famille avec le sourire, ça me fait du bien. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, on va parler sans filtre, on va dire ce qu'on a sur le cœur, on va informer les Ivoiriens sur nos intentions, tout ça, vous sied? Bien sûr, la vérité est un facteur de réconciliation. Oh. Tout de suite, notre invité. Monsieur Issaka Diaby est avec nous, je le disais. Donc, vous êtes président du collectif des victimes de Côte d'Ivoire. En quelques mots, est-ce qu'on peut présenter ce collectif-là à nos téléspectateurs avant de commencer? Oui, et le collectif a été créé en juin 2001, suite aux événements survenus lors de la crise post-électorale de 2000, en référence au château de Pougon. Avant la survenance de ces violences-là, il y a eu d'autres actes d'atteinte aux droits de l'homme. Nous avons trouvé nécessaire de traiter ces questions à travers le collectif, à travers ces actions. Et nous sommes regroupés, familles de victimes et victimes, pour lutter, pour promouvoir, protéger et défendre nos droits essentiels et permettre à la Côte d'Ivoire de rester dans cette valeur qui a fait de notre beau pays un miracle. Vous avez dit que votre association, votre collectif a été créé en juin 2020. 2001. 2001, ok, d'accord. Oui. Comment vous êtes constitué? Légalement constitué? Combien de membres au sein de ce collectif? Au départ, nous sommes partis avec les victimes de violations de droits issues avant les événements d'octobre 2000. Et ensuite, nous avons mis les parents des victimes des événements d'octobre 2000. Et au fur et à mesure, le collectif a commencé à enregistrer beaucoup d'adhérents, à tel point qu'aujourd'hui, on se retrouve à 16 000 membres adhérents et actifs. Vous avez des victimes de tous les bords? Oui, chez nous, au sein de notre association, c'est les victimes en Côte d'Ivoire. Les victimes en Côte d'Ivoire sont constituées de diverses victimes d'atteinte aux droits de l'homme, particulièrement les victimes issues des différentes crises que nous avons connues. Nous sillonnons toute la Côte d'Ivoire. Nous avons nos bureaux locaux à travers la Côte d'Ivoire. Nous avons des adhérents à travers la Côte d'Ivoire. Mais comment se passe justement l'adhésion à ce collectif? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Non, l'adhésion se fait de façon très simple. Vous venez vous déposer sur les violations subies, qui fait de vous une victime, et vous en apportez les preuves. Et quand nous partons pour valider votre dossier, on peut faire des enquêtes auprès des chefs de communauté, guides religieux et des voisinages pour voir effectivement si, par manque d'éléments de preuves juridiques, c'est-à-dire certificat de décès, ou certificat un document attestant que vous avez été violé et votre droit a été violé pendant la crise. Les témoignages, on voit de très bons témoignages. Parfois, si c'est dans la population, on prend 7 personnes. Dès l'instant que ces personnes ont témoin de ce que vous avez subi, nous validons votre dossier. Monsieur Diaby, donc vous existez depuis 2001, mais on a remarqué que vraiment, c'est depuis ces dernières années, avec
notamment le procès Gbagbo, Blé Goudé, etc., qu'on vous a le plus entendu dans la presse. Est-ce que cette lecture correspond à la réalité? C'est-à-dire que votre activisme s'est le plus montré, j'allais dire, un peu plus présent à ce moment-là? Oui, effectivement, votre remarque est très pertinente parce que dès notre création, l'environnement sociopolitique n'était pas favorable à nos missions. Vous constaterez que, je vous rappelle aussi que pendant cette période-là, c'est-à-dire de 2001 jusqu'à la fin de la crise post-électorale, les organisations de défense des droits de l'homme, les sièges étaient attaqués, la LIDO a été attaquée, le MIDH a été attaqué, des journalistes même ont été assassinés en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas cette liberté d'expression. C'est juste après la crise post-électorale. Et je rappelle même, à cette époque-là aussi, en 2004, je crois bien, le palais de justice, des gens sont rentrés, ils ont bastonné des magistrats parce qu'ils ont pris une décision. Donc, voyez-vous que depuis 2001 jusqu'à la fin de la crise post-électorale, l'environnement sociopolitique n'était pas favorable à nos missions. Je vous prends au mot dans ce cas-là. Pourquoi avoir une sorte d'acharnement sur ce qu'on peut appeler un camp, sachant qu'on est bien conscient que des victimes sont de partout, et que sans doute les bourreaux sont de partout, mais vous, on a le sentiment que vous ne regardez qu'un seul camp, le camp Gbagbo. Ça décrédibilise un tout petit peu votre action ou pas? Non, nos actions ne sont pas seulement liées aux actions de la justice répressive et réparatrice. C'est sur ce terrain que les Ivoiriens nous attendent beaucoup, nous font beaucoup de remarques, parce que parmi la société ivoirienne, il y a des personnes qui sont très hostiles aux actions de la justice pénale. Pour eux, le culte de l'impunité doit être une réalité en Côte d'Ivoire. Pour eux, la promotion des auteurs du crime doit être une réalité en Côte d'Ivoire. C'est leur choix. Nous la respectons. Nous respectons leur choix, mais aussi il faut qu'ils nous laissent mener nos actions en ciblant un certain nombre de personnes pour lancer notre rampe d'action. Mais vous parlez de ces actions justement. En dehors de tout ce qui est dénonciation, quelles sont les actions concrètes que vous menez dans ce collectif? Est-ce qu'il y a une forme de soutien que vous apportez aux autres victimes? Comment est-ce que ça se passe? Ou bien est-ce que c'est seulement pour dénoncer des faits? Non, ce n'est pas pour dénoncer. On a battu un travail très remarquable pendant la crise post-électorale de 2010-2011 et même avant. D'abord, il faut approcher les victimes et il faut cibler, identifier les personnes qui remuent une vengeance, n'est-ce pas, qui veulent, n'est-ce pas, rendre leur coup, comme si je peux m'exprimer ainsi. Il faut les amener vers nous et les amener vers les outils de justice transitionnelle mis en place qui peuvent agir de façon efficace et officielle pour leur donner ce qu'ils attendent. Ok. Voilà. Monsieur Diaby, on va poser la question, comme ça, que de nombreux Ivoiriens attendent. Depuis l'annonce du retour du président Gbagbo, vous avez multiplié les actions pour vous y opposer. Concrètement, pourquoi? Non, nous ne sommes pas opposés au retour de Laurent Gbagbo. Vous opposez à quoi? Vous opposez à quoi? Bien. Nous ne sommes pas opposés à son retour. Nous estimons que chacun de nous aspire à avoir en Côte d'Ivoire des institutions très fortes. Lorsque ces institutions rendent des décisions ou prennent des actes, que ces actes-là soient respectés. Nous voyons qu'une décision de justice a été rendue et certaines personnes souhaitent que ces décisions ne soient pas appliquées. C'est laquelle décision? La condamnation à 20 années d'emprisonnement ferme. Pour nous, c'est un acte criminel qui, n'est-ce pas, doit subir les rigueurs de la loi. Permettez-moi là, vraiment, excusez-moi de vous interrompre. Cette condamnation n'a strictement rien à voir avec des exactions qu'aurait subi une population. C'est un problème qui concerne la BCAO. Donc, en quoi est-ce que vous, en tant que, j'allais dire, défenseur des victimes, oui, cela va vous concerner, sachant qu'en plus, ça c'est le deuxième volet de ma question, il y a autant de bourreaux dans ce qu'on peut appeler le camp Gbagbo que dans l'autre camp. Et nous sommes en période de paix. Donc vous pouvez, vous aussi, lancer des actions contre les autres, puisque vous êtes une association. Mais manifestement, vous vous acharnez contre un camp. C'est ça qui pose problème, M. Diaby. C'est ça. En plus, vous reprenez une condamnation qui ne vous concerne pas. Donc tout ça, en un mot, on veut vraiment comprendre le sens vraiment de votre combat. OK. Sur ce point, je vais aller très simplement pour que les uns et les autres puissent comprendre. Exactement. Vous avez une voiture, le matin, quand vous voulez vous déplacer, vous vous assurez qu'il y a du carburant, il y a de l'eau, le niveau d'huile est à son niveau. Et ensuite, dès lors que vous mettez le contact, vous démarrez, vous prenez votre ceinture de sécurité pour aller à bon port, sans incident majeur. Donc, les outils de justice transitionnelle, les institutions constituent notre assurance. Pour dire que si nous menons des actions, il ne faudrait pas que ces actions soient vouées à l'échec. C'est ça. Donc nous nous appuyons sur ces éléments. Dès lors que l'instrument de justice pénale ivoirienne n'est pas efficace, nous travaillons pour réaliser son efficacité. Dès lors que nous sentons que les actes que la justice pénale va émettre
pourra ne pas être exécuté, il faut que nous réglons cette question. C'est comme le paysan qui dit que je débraye mon champ avant d'aller planter la semence. Donc, nous disons que les actes émis par la justice pénale ivoirienne doivent être plus clairement et respectés. Donc, l'application des décisions de justice ne doit pas être sélective en Côte d'Ivoire. Si le petit voleur de portable est poursuivi et puni par la loi, que la même loi, une autre loi poursuit un auteur de crime, cette loi doit s'appliquer. Je pense qu'on n'est pas répondu à la question. Oui, donc ça c'est le premier point. Hein. Il dit qu'est-ce que nous avons à faire avec cette question de la BCEAO. Au-delà de l'acte infractionnel, l'institution ivoirienne, quand elle émet une décision, quelle est sa valeur? Il faut lui donner sa valeur. C'est ça le premier objectif de nos actions. Voilà, on ne peut pas admettre que... Donc vous êtes finalement un défenseur des institutions? Non, je ne suis pas un défenseur des institutions. Un défenseur des droits de l'homme ne peut pas réaliser ses objectifs s'il ne s'appuie pas sur des institutions fortes. Il faut que l'institution de justice pénale ivoirienne soit très forte et que ces actes soient respectés par tous les Ivoiriens et soient exécutés. Ça, c'est le premier point. Maintenant, vous avez le sentiment que nous nous acharnons sur un camp. Cette notion de camp, nous ne sommes pas partants pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas juridiquement fondée, encore moins socialement fondée. Quand la justice pénale ne poursuit pas des camps, mais des individus soupçonnés ou accusés d'avoir commis des crimes. On dit Pierre a commis des crimes, Pierre, on donne sa filiation, on le poursuit. Aujourd'hui, si je vous remets une convocation pour remettre à un camp, à qui vous allez remettre? Donc cette notion n'est pas juridiquement fondée, encore moins socialement fondée. Et elle classifie même d'ailleurs les victimes. Donc par conséquent, je dis qu'il y a un rampe de lancement. Aujourd'hui, nous avons estimé que depuis 30 années, l'impunité, la promotion des auteurs de crimes a été érigée en mode de gouvernance. Depuis la mort de Thierry Zébier, pour ceux c'est fait qu'ils sont restés impunis, les attaques contre les étudiants à l'université de Yopougon, ça est resté impuni. Il y a eu plusieurs séquences d'incidents qui sont restés impunis. Et ce acte d'impunité est à l'origine des regains de violence et des commissions de crimes en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, après les événements des élections de 2020, nous avons trouvé que ça suffit. Il va falloir lancer maintenant des actions d'envergure pour réaliser la lutte contre l'impunité dans notre pays. Et notre première cible a été le cas Gbagbo. On vous a laissé parler longuement. Moi, je veux revenir sur cette question, pas le cas Gbagbo spécifiquement. Sauf qu'on est en temps de paix, vous l'avez dit. À l'époque, c'était compliqué d'attaquer tous ceux qui sont censés être des bourreaux. On est d'accord. Oui. Mais pourquoi d'autres bourreaux, d'autres supposés bourreaux ne font pas l'objet de votre attaque? C'est là où ça crée un malaise. Non, au fait, ce n'est pas nous qui avons la police des enquêtes ou des poursuites en Côte d'Ivoire. C'est le procureur de la République et le directeur de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction, n'est-ce pas? C'est lui qui poursuit les auteurs de crimes. Nous intervenons quand il y a dysfonctionnement ou il y a manque de volonté d'agir. Maintenant, aujourd'hui, si vous êtes assis là, que vous savez que Pierre a commis un crime pendant la crise post-électorale, à vous d'aller donner des informations au procureur qui n'était pas sur le lieu, encore moins, moi, je n'étais pas sur le lieu. Maintenant, si vous avez des difficultés, vous nous appelez, nous, on vous appuie. Donc, des incidents sont survenus effectivement en Côte d'Ivoire. Nous avons identifié un certain nombre d'incidents qui sont reprochés à d'autres forces qui ne sont pas les forces pro Gbagbo. Par exemple, la situation des Amadé Ourémi. Vous nous avez bien vu avec des victimes en train de mener des actions, n'est-ce pas, depuis les enquêtes. On les a aidés à accéder aux outils de justice pénale. Et lors des audiences, nous sommes venus avec ces membres-là, ils ont témoigné là-bas et la décision a été rendue. Donc, à Nokwa-Kouté aussi, ils sont membres de notre association. Aujourd'hui, ils ont fait des dépositions à la cellule spéciale d'enquête. Et Naïbli, ils ne sont pas membres, mais nous suivons le dossier de près. Et il y a d'autres incidents survenus. Et je prends le cas de Sassandra, si vous connaissez la région, la sous-préfecture de Sago. Vous avez entendu d'Adebem, où des crimes graves ont été commis dans 5 villages, Adebem, Gojibwe, Tripoko, Nyobrogwe, Gobroko. Toutes ces populations sont membres de notre association. La cellule spéciale d'enquête est passée là-bas. Ils ont fait des auditions, mais les enquêtes sont en cours. Donc ça veut dire que la quête de la justice est un chemin très long. Très long, il faut être patient. Et la justice ivoirienne n'est pas dysfonctionnelle alors?
Pour nous, la justice ivoirienne à la matière n'existait pas avant la crise post-électorale. Il n'y a jamais eu de poursuite contre les auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. Oui, mais parce qu'il y a eu des amnisties. Oui, mais au-delà des de choses ça, comme je pense vous qu'on savez. est dans un contexte particulier. Vous êtes le président du collectif des victimes, donc il y a un volet social à votre lutte. Si on considère justement l'atmosphère sociopolitique qui traînait en Côte d'Ivoire depuis un certain moment, c'est ce qui a poussé justement à la facilitation du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, vous vous opposez à ça parce que vous voulez suivre justement le regain de la valeur de la justice ivoirienne et tout ça, mais vous ne parlez pas de ce volet social qui pourrait justement faciliter le processus de réconciliation qui est en cours. Est-ce que vous vous opposez à ce processus de réconciliation? Est-ce que remettre sur le tapis justement la valeur de cette justice-là vaut plus que la réconciliation en elle-même? Et effectivement, Pour la population? la valeur d'une justice doit garantir un environnement de paix. Mais est-ce que vous pensez que justement ce camp n'a pas déjà purgé une forme de peine? Mais lorsque vous êtes à répétition auteur de crimes, à chaque fois vous allez être abonné aux tribunaux en train de résoudre vos problèmes, vos contentieux avec vos concitoyens. Donc par conséquent, nous estimons que dès lors qu'il y a un citoyen qui dénonce une personne ou un citoyen a commis un acte infractionnel, il faut que même Mais si vous c'est ne 10 pensez fois, pas que 3 pour aller fois, à une forme de réconciliation, il faudrait faire des compromis, il faudrait peut-être laisser tomber certaines choses? Madame, on ne peut pas laisser tomber un certain nombre de choses. Au Rwanda, les gens n'ont pas laissé tomber les choses. Ils ont ouvert une page, chaque Rwandais a écrit son histoire et je vous informe que 6000 personnes ont été jugées et condamnées au Rwanda. Les gens se sont parlé la vérité, ils se sont dit la vérité, regardez dans les yeux, ils se sont dit la vérité. C'est pourquoi le Rwanda aujourd'hui est devenu un pays de paix. Et après la guerre mondiale, il y a eu Nuremberg. Il y a eu des jugements, des personnes ont été traduites en justice, mais jusqu'à présent, il y a la famille Clausewitz qui poursuit encore les nazis, n'est-ce pas, pour les traduire devant la justice. Pour nous, la justice est un élément facteur de réconciliation. Et depuis 2001, le Forum de réconciliation de 2001, nous avons occulté la question de la justice. Très bien. Alors, mes camarades sur le plateau se sont un tout petit peu, ont tout de suite remarqué qu'il y a une certaine période, et sur le cas de Laurent Gbagbo, vous êtes beaucoup plus actif, vous faites entendre. Alors, les Ivoiriens ont envie de se poser une question, finalement. Qu'est-ce que vous voulez concrètement pour le cas Laurent Gbagbo? Vous souhaitez qu'il rentre pas, qu'il rentre et qu'il soit arrêté? Qu'est-ce que vous souhaitez, en fait? Qu'est-ce que vous souhaitez? Non, il a le droit de rentrer. Personne ne peut l'empêcher de rentrer. C'est un droit inaliénable dévolu à chaque citoyen de rentrer dans son pays, surtout qu'il a été acquitté. Pour nous, tout citoyen modèle, lorsque vous sentez que le commissariat du quartier vous reproche quelque chose, vous partez, vous videz votre contentieux juridique. C'est idem pour votre voisin. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui existe. Est-ce qu'on doit mettre cette décision de justice dans les tiroirs et narguer les juges qui ont pris cette décision? Ils seront frustrés et certains citoyens ne vont pas l'accepter parce qu'ils estiment que c'est une exécution de justice sélective en Côte d'Ivoire. Non, donc, elle n'est pas dit qu'elle est sélective, parce que n'oublions pas qu'il y a eu une amnistie qui a été adoptée pour justement effacer tout ce qu'on a pu faire durant la crise post-électorale, du fait que ça soit économique ou politique. Donc, à ce moment-là, il faut que vous soyez aussi légaliste, c'est ça. Et si vous ne l'êtes pas, du coup, vous, en tant que victime, vous participez à créer une forme de tension sociale qui va encore créer d'autres victimes. Parce que plus on est opposé, ça crée des victimes, alors que vous ne voulez pas qu'il y ait des victimes. Il y a une forme de contradiction dans cette forme, vous avez peut-être l'employé, dans cette sorte d'acharnement. Non, je vais juste clarifier un certain nombre de choses. Il y a une loi d'amnistie qui n'ont pas amnistié un certain nombre de personnes. Les militaires, c'est-à-dire ceux qui étaient en tenue militaire, et ceux qui étaient à la tête des groupes armés, et les personnes qui feront l'objet de poursuites devant les institutions internationales. D'accord. Vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo est exclu. C'est pourquoi Simone Gbagbo, malgré qu'elle soit poursuivie devant la Cour pénale internationale, il y a un mandat d'arrêt qui lui a été lancé. Elle a été jugée et acquittée. Charles Blé Goudé, en dépit du fait qu'il soit devant la Cour pénale internationale, il a été jugé ici par contumace et condamné. Donc la loi d'amnistie ne vise pas Laurent Gbagbo qui était, n'est-ce pas, devant la Cour pénale internationale. C'est ce que l'amnistie dit. Donc vous voyez bien que malgré la loi d'amnistie, Amadou Ouremi qui était devant un groupe armé a été jugé et condamné. Malgré la loi d'amnistie de Goblé et autres, là, ont été jugés et condamnés. Il y a des auteurs de crimes aujourd'hui qui étaient des militaires ou devant les forces, devant des groupes armés qui ont été jugés et condamnés. Ce que nous savons, c'est que la loi a été prise en août 2018. Donc, je veux dire, ça ne concernait pas tous les procès qui avaient eu lieu avant, on est d'accord là-dessus. Mais même si on va même dans ce que vous dites, aujourd'hui, je pense que l'un des moyens aussi de la justice,
c'est qu'il y ait quand même la paix sociale et il y a une forme de... On crée une tribune ou un espace, comme vous l'avez souligné, au Rwanda, pour qu'on se parle. Or, le fait que vous agitiez comme ça un peu une forme de violence ou de révolte, ça peut aussi participer à créer le trouble. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous ne vous substituez pas finalement à la justice en demandant à ce que Laurent Gbagbo soit mis en prison à son retour en Côte d'Ivoire? À la justice et aux institutions, d'autant plus que le président de la République dit il peut rentrer, c'est un citoyen, comme il le veut. Comme il le veut. Et vous dites, nous on veut qu'il y ait des institutions fortes, mais même quand le président de la République dit qu'il peut rentrer, vous dites... et le président de la République n'a pas brandi on veut qu'il soit poursuivi. Mais sachant qu'il y a des gens sur qui pèsent des soupçons, excusez-moi, sachant qu'il y a des gens sur qui pèsent des soupçons qui se promènent ici. Vous me dites que je dois les dénoncer, j'ai bien compris votre réponse, mais on sait que, jusqu'à preuve du contraire, en Côte d'Ivoire, il reste toujours présumé innocent. Donc il y a des présumés innocents ou présumés coupables qui se baladent en Côte d'Ivoire, vis-à-vis de qui je ne vous vois pas en train de taper le tombeau pour que les institutions les arrêtent. Donnez-moi un nom. Non, je n'ai pas à vous donner un nom, mais... Non, c'est les individus qu'on poursuit. Admettons que vous vouliez un nom. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, toutes ces personnes qui ont participé à descendre sur Abidjan durant la crise post-électorale de 2010, c'est autant de soldats, c'est autant de personnes, de supplétifs, c'est autant de personnes qui étaient soit en commandement ou qui avaient été utilisées pour combattre. C'était la guerre, mais qui ont commis des actes. Et pourtant, on ne les condamne pas. Non, la loi pénale ivoirienne ne poursuit pas à travers le monde des personnes que vous dites. Moi, je dis, je veux une personne identifiée sur un acte juridique, c'est-à-dire sa carte d'identité, Pierre, Paul, fils de temps et temps. C'est comme ça qu'on poursuit les gens. Ouais. Donc, puis comme ça, dans le vide des personnes, aujourd'hui, je me présente devant le directeur de la cellule spéciale d'enquête. Je dis des personnes, mais il va me foutre à la porte parce que je ne suis pas conséquent avec moi-même. Mais Brice était en train de vous dire que pendant le procès Ouérémy, il a cité des personnes. Il a cité le commandant Loseni, il a cité d'autres commandants de la région du nord, de l'Ouest, qui lui auraient donné des instructions. Et pourtant, vous, puisque quelqu'un, lui, il est condamné, il dit, mais moi, c'est ceux-là qui m'ont envoyé, ou bien j'ai travaillé sur leur responsabilité. Je ne vous ai pas vu non plus nous demander à ce que ces personnes soient arrêtées. Ah, bien sûr, regardez un peu sur le net, et regardez mes déclarations. J'ai insisté, j'ai fait une déclaration à la presse, j'ai demandé que pour la manifestation de la vérité, il faut que le commandant Loseni vienne devant la justice. Et à l'époque, malheureusement, nos membres victimes participant à la procédure, on n'avait pas d'avocat, on n'avait pas les moyens de se payer des avocats, malgré qu'il y avait 20 témoins. Mais il y avait la LIDO, le MIDH, qui avait constitué des avocats pour les victimes qui soutenaient. Il y avait l'avocat aussi de Amadou Ouémy, qui a demandé au président des séances de faire comparaître, n'est-ce pas, Loseni. Sur place, le juge a dit que ce n'était pas nécessaire. Donc il a pris une décision là, pour arrêter la comparution de l'os. Là, c'est un acte qu'un juge a pris lors d'une audience pour dire Amadou ne peut pas, l'os, ce n'est pas nécessaire parce qu'ils ont déjà la vérité. Maintenant, ceux qui étaient à l'audience, moi j'ai suivi l'audience de bout en bout. J'ai bien expliqué, j'ai bien entendu les dépositions de Amadou Ouémy qui nous a désarmés. Il nous a désarmés parce qu'il a dit, l'os nous a demandé d'aller protéger les populations. Les déclarations sont encore là, vous pouvez vérifier. Et le juge lui a demandé, mais vous êtes parti protéger les populations, comment se fait-il que des personnes ont été tuées? Il a dit que ce n'était pas lui, que c'était ses hommes. À partir de là, si l'OS a demandé d'aller protéger les populations, vous voyez, non a été. S'il avait dit. Mais de toute façon, sa responsabilité est engagée, parce que si moi aujourd'hui je suis envoyé par une autorité pour aller, j'allais dire, agir en tant que force publique et qu'il y a des dégâts, la responsabilité de celui qui m'envoie est toujours forcément concernée. Donc vous êtes en droit de demander à ce que ce responsable-là puisse être devant la justice. Effectivement, on l'a dit pour la manifestation de la réédité, mais aussi. Pour d'autres personnes, parce que je vous informe que Amadou Ouémy était dans une zone tampon, que le Bénet, envoyé par le gouvernement qui a fait un pont pour lui, Amadou Ouémy quittait dans sa zone pour venir faire ses achats sous bonne escorte des forces de défense et sécurité, pour venir faire ses courses à Djokwe. Donc cette complicité était de part et d'autre. Donc pour nous, on devait encore creuser. Pourquoi, excusez-moi le terme, ces renégats qui étaient dans cette forêt est tellement choyés dans la zone gouvernementale
tant dans la zone gouvernementale que dans la zone sous Vous êtes d'accord qu'à un moment donné, on a l'impression que vous faites deux poids, deux mesures. Mais moi, je vais revenir au cas Laurent Gbagbo, si vous voulez bien. Vous dites, et je le cite, on le sait, le président Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI, et puis, donc pour ce que vous savez, et puis il est poursuivi, il est présumé ici pour un crime économique. Alors, vous, en tant que victime, parce que c'est de vous qu'il s'agit, en tant que victime, vous êtes victime de quoi sur ce point du crime économique là? Comment vous sentez victime? Non. D'abord, je parle de ce principe-là que ce fonds-là, selon certaines victimes, a servi à alimenter la guerre. Ça, c'est leur opinion, leur sentiment légitime. Hein? Pour certaines victimes, pour certaines victimes, c'est un sentiment légitime qui s'exprime ainsi. Elles disent les fonds de la BCEAO ont servi à alimenter la guerre, la violence. C'est une spéculation. Oui. Est-ce que nous n'avons pas l'occasion, n'est-ce pas, de clarifier cette situation? Mais la BCEAO même, qui est victime justement de cette affaire casse de la BCEAO, n'a pas porté plainte jusque-là. Du moins, ne l'a pas encore fait. Comment se fait-il qu'il y a eu des audiences, des enquêtes et des procédures jusqu'à aboutir à une condamnation? Mais là, justement, vous êtes en train de vous substituer à la justice. Je ne me substitue pas. Je suis un citoyen. Est-ce que c'est parce que moi, j'ai garé ma voiture, je suis allé faire des courses, que quelqu'un vient casse la vitre, vole mon poste radio, vous vous êtes assis, vous êtes dépassé. Vous voyez, non, je vais répondre à sa question. Vous voyez, vous ne dénoncez pas la personne, vous continuez votre route. Libre à moi de dénoncer ou de ne pas le faire. Non, mais si vous ne le faites pas, s'il y a des enquêtes, les personnes ou la victime va estimer que vous n'avez pas rempli un devoir moral. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation dans ce que vous dites. Mais quand vous dites même que cet argent, les victimes estiment que l'argent du casse de la BCEAO aurait servi à alimenter certains combats, c'est de la grande spéculation, on pense. Non, mais est-ce que vous pensez que si nous voulons aller à la réconciliation, vous allez laisser des populations en train de spéculer? Est-ce que vous ferez la vérité? À travers quoi nous pouvons les offrir la vérité? Une justice. Non, mais est-ce que votre travail, justement, n'est pas justement d'aller vers ces victimes-là et d'orienter justement leur mental vers autre chose que de rechercher à tout prix la stricte justice, quand on sait que cette justice-là n'aboutira pas tout de suite à une forme de réconciliation, alors que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de réconciliation. Et c'est le processus qui est entamé. Madame, excusez-moi, est-ce que vous allez être à l'aise si demain vous passez quelque part au tribunal, vous voyez qu'un voleur de portable est jugé condamné à 5 années d'emprisonnement ferme? Non, je la question il faut qu'on échange pour mieux se comprendre. Voilà, il faut qu'on échange pour mieux se comprendre. La Côte d'Ivoire en a besoin. Dans la réconciliation, la Côte d'Ivoire en a besoin. S'il y a une tribune qui est ouverte, j'en fais la demande et je passe par vous aussi pour faire la demande de façon publique. Je dis que le ministre de la Réconciliation nationale actuel, pour réussir sa mission, il faut qu'il crée l'arbre à palabre à travers nos quartiers, à travers nos communes, que les Ivoiriens se retrouvent, qu'on se regarde dans les yeux, on se dise la vérité. Pour faire le catastrophe. Et c'est là où je suis d'accord avec vous. Non, là, cette proposition, je suis d'accord avec vous parce qu'au Rwanda, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé les gachacha, qui sont vraiment des formes comme ça de justice qui n'ont rien à voir avec la justice classique. Ça a permis justement, vous avez parlé de résoudre pas le problème. Mais sur la justice même, là, vous l'avez évoqué, moi, je pense que vous êtes en contradiction. Parce que le procès Gbagbo, BCEAO, ce procès, il a eu lieu. Donc, il a eu lieu, il y a eu une condamnation. On est tous d'accord là-dessus. Comme il y a des milliers de condamnations dans ce pays qui sont graciées. Parce que le chef de l'État, parce qu'on a conçu notre pays, parce qu'on veut prendre une décision politique. En fait, c'est ça, si vous comprenez. La justice a travaillé. Maintenant, on veut passer à une autre phase politique. Vous dites non. C'est ça qui pose problème. Je vais vous donner des indications. Lorsque nous avons dit, après la violence des événements de octobre 2020, que ça suffit, on n'en veut plus de l'impunité, c'est parce que depuis toujours, en Côte d'Ivoire, on a estimé qu'il faut tout laisser tomber et aller à la réconciliation. Mais justement, voilà. Je vais vous donner des cas spécifiques. Mais pourquoi ce cas spécifique? Non, on a toujours laissé tomber depuis 30 années maintenant. On ne fait que laisser tomber. Aujourd'hui, on a en Côte d'Ivoire, on a entre Ivoiriens. Oui. Au moment où des Ivoiriens pleuraient pour dire que Soro Guillaume est à l'origine des violences dont ils ont été les victimes, qu'est-ce qu'on a fait?
On a dit au nom de la réconciliation nationale, il faut nommer Soro Guillaume ministre de la communication. Ouais. Les jeunes patriotes sont descendus dans la rue, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Les gens ont trouvé qu'ils sont anti-réconciliation. On a laissé Soro Guillaume. Ensuite, on l'a nommé Premier ministre, n'est-ce pas? Ouais. On lui a donné tout l'enveloppe de l'État. On lui a acheté une maison de 1,8 milliard, n'est-ce pas? Et pour nous, ça va permettre d'aller à la réconciliation. Mais en 2010, est-ce qu'il n'y a pas encore des Ivoiriens qui disent que Soro Guillaume et son groupe sont à l'origine des actes d'atteinte grave aux droits dont tel... Ils ont le droit de le penser. Oui, mais c'est une réalité. Et vous étiez là en 2010? Non, en 2010, j'étais bel et bien là. J'étais sur le terrain, j'étais en train de mener des actions. Qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain pour lutter? D'abord, sur le terrain, nous avons d'abord... On vous a pas beaucoup entendu? Non, en 2000, sur le feu de l'action, on travaillait avec les structures internationales, telles que la Division des droits de l'homme des systèmes de l'ONU, la police des Nations Unies, les militaires des Nations Unies, pour, n'est-ce pas, éviter qu'il y ait des affrontements entre les communautés. Par exemple, en Okwakouté, il y a eu des pillages, tout le monde sait, il y a eu des crimes qui ont été commis. Certaines personnes, aujourd'hui, pour se venger, à l'époque, avaient voulu aller brûler le village. Donc, quand nous avons eu l'information, on a fait passer l'information à la division des droits de l'homme des Nations Unies, de l'ONU, et on allait sécuriser le village. Nous sommes descendus sur le terrain, aller parler aux populations. On vous entendait pas bien à cette époque, en tout cas, Non, en ce moment, on était en action, on ne communiquait pas beaucoup. Okay, voilà. Par exemple, je parle aussi des exhumations des corps, des restes humains. Voilà, ça aussi, madame a parlé totalement du volet social de nos actions. Ces corps et restes humains étaient dans les quartiers. Je vous informe qu'aujourd'hui, il y a des personnes encore qui dorment avec le corps de leurs parents dans les chambres, dans les cuisines, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez... Dans quel quartier ça, monsieur? À Yopougon. Si vous voulez, vous prenez votre caméra demain matin, je vais le vous montrer. Ok, d'accord. Monsieur Issa Kadjabi, oui. Vous voyez, est-ce que ça c'est normal? Ce sont des actions que nous avons menées. Monsieur Issa Kadjabi, que répondez-vous à ceux qui disent que votre collectif est une caisse de résonance du RHDP? Non, ok. Effectivement, il y a certaines personnes qui le disent. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en phase avec le RHDP qui parle de... Vous n'êtes pas en phase avec le RHDP? Non, au contraire. Et eux, ils disent d'une entrée, comment ils disent, en catimini. Ouais. D'autres parlent des rentrées triomphales. Discrète, oui. Voilà. Nous parlons d'exécution d'une décision de justice. Vous voyez, on ne parle pas la même chose. Ils ne parlent même pas de l'action judiciaire. Donc, pour eux, si Laurent Gbagbo rentre en catimini comme il le souhaite, la justice, on n'en parle pas. Donc, c'est grave parce que la gouvernance Ouattara, nous estimons qu'elle est entrée dans le sens où, n'est-ce pas, les exécutions de justice en Côte d'Ivoire sera faites de façon sélective. Donc, vous n'êtes pas une caisse à... Donc, nous ne sommes pas une caisse à... Voilà. Par contre, d'autres aussi disent que, votre collaborateur disait tout à l'heure que le gouvernement a décidé, Ouattara a dit n'a qu'à rentrer, nous n'est pas d'accord. Ça veut dire aussi là aussi que nous sommes opposés à cette manière de faire de la gouvernance de la gouvernance Ouattara. Donc ça démontre parce que vous aviez dit dans vos propos que vous étiez pour des institutions fortes. Oui. Donc quand la présidence, le chef de l'État décide quelque chose, vous estimez que vous qui êtes pour des institutions fortes, vous estimez qu'on peut ne pas tenir compte de ça? Non, sur le point de l'entrée de Laurent Gbagbo avec le gouvernement Ouattara, avec Monsieur le Président de la République, nous sommes en phase. Personne ne peut être maintenu ailleurs. Nous, notre problème avec certains Ivoiriens, au fait, c'est ça la question. Avant d'aller à la pub, de façon très concrète, quel est votre problème? Qu'est-ce que vous souhaitez? Notre problème, que la question de la situation des victimes soit mise au cœur du processus de réconciliation nationale. Et il faut que des actions soient menées pour répondre à leurs besoins. Vous avez rencontré le ministre de la Réconciliation nationale? Oui, je l'ai rencontré. On était en séminaire la dernière fois. Dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez? Non, on souhaite que la question de la situation des victimes soit mise réellement au cœur des processus de réconciliation. Que des actions soient menées pour répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, je le répète encore, nous avons 4500 orphelins issus de la longue crise ivoirienne, de la dernière crise ivoirienne, et autres enfants devenus vulnérables et dépendants du fait de la crise. Mais est-ce que l'emprisonnement de Gbagbo va régler ce problème? Vous dites? Est-ce que l'emprisonnement effectif de Gbagbo va régler ce problème? L'emprisonnement de Laurent Gbagbo est un chemin pour créer un environnement de justice et de paix en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres mécanismes. Madame, à la fin de la crise post-électorale, on a créé la CDVR. Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation,
qui n'est pas une structure qui poursuit les gens, mettre en prison. Hein. Les bourreaux devaient venir se repentir et les victimes devaient recevoir le pardon et puis on allait à la réconciliation. Est-ce que pendant la mise en œuvre de ce processus, vous avez vu un bourreau venir présenter ses excuses aux populations d'Ano-Kwakouté, aux 7 femmes d'Abobo ou aux gens de Djoko et Carrefour? Non, ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, les victimes, dans leur quête de justice et de vérité, et pour tourner la page, sont allés vers les appareils de justice répressive et réparative où, au cours de la scène théâtrale, des procédures, des audiences, les vérités seront dites qui pourront leur permettre d'aller à la réconciliation. Alors, on va vraiment revenir sur ce volet-là et évoquer surtout les propositions concrètes que vous faites, parce que vous parlez de réconciliation depuis un moment. Quelles sont vos propositions concrètes? On en parlera juste après une courte pause. On se pose une question, je reviens là-dessus. Les Ivoiriens, vous dites, aujourd'hui vous êtes engagé dans un processus de réconciliation. Est-ce que vous pensez que ce processus de réconciliation-là sera effectif, sera efficace, par exemple, avec un Laurent Gbagbo en prison? Et je dis que après la fin de la crise post-électorale, les victimes avaient plusieurs choix. Hein? Aller dans les actions de la CDVR ou choisir les actions de la justice et vous vous dites, on veut que Laurent Gbagbo aille en prison. Pendant ce temps, on veut également la réconciliation. La question est très précise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec Laurent Gbagbo, dès qu'il rentre, on le met en prison, est-ce que vous pensez que ça va participer à la réconciliation des Ivoiriens, M. Diaby? Oui, bien sûr, parce que Laurent Gbagbo ne constitue pas l'ensemble des Ivoiriens. Oui, mais... Oui, il n'est pas le seul, il ne représente pas l'ensemble des Ivoiriens. Et face à Laurent Gbagbo, il y a des personnes qui ont besoin de justice. Toujours parler... C'est pas qu'un bloc qui se réconcilie. Non, c'est pas un bloc. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette manière de faire de la réconciliation en mettant les élites, les hommes politiques devant Ouattara, Bédié, Gbagbo et autres. Là, il faut les ménager pour aller à la réconciliation. Non, on dit non. À côté de ces personnes-là, il y a des petites populations aussi qui ont des droits. Il faut qu'on les écoute. Il faut qu'on prenne en considération leurs attentes et leurs besoins. Il faut qu'on mène des actions individuellement ou collectivement pour répondre à leurs besoins. Monsieur Diaby, là, il se trouve que le gouvernement de Côte d'Ivoire a dit qu'il n'appliquera pas la décision là, concernant les 20 ans de condamnation. La preuve, on a reçu ici M. Katinan, qui fait partie aussi des condamnés, mais le gouvernement ne va pas l'appliquer. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, parce que là, on vous a vu déjà quelques photos, quelques images un peu théâtrales, vous allez appeler à des manifestations, aux troubles, allons-y, s'attaquer. C'est quoi tout ça? Parce que finalement, le gouvernement était clair, d'une certaine façon. Il rentre et on passe à un autre processus, même si vous n'êtes pas d'accord. Je pense qu'à ce moment, il va falloir que vous nous expliquiez réellement ce que vous entendez de l'action publique que vous allez mener. Oui, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être indépendante, Houphouët-Boigny RSA à Bangourou, il a dit on nous a trop volé. Les actions sont parties de là. Vous comprenez? Et ils ont attrapé certains de nos grands-parents ou de nos pères pour mettre en prison à Bassam. Les femmes ont marché sur Bassam pour obtenir la liberté de leur mari. C'était une autre époque, moi je parle des actions que des citoyens peuvent mener de façon légale. Oui. De façon légale pour dénoncer, interpeller ou obtenir un certain nombre de choses. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être seul à mener cette lutte en ce moment? Parce que même le camp qui souhaitait le condamner aujourd'hui a décidé de le laisser revenir tranquillement et ne pas justement rendre effective la décision d'emprisonnement. Et le camp, enfin, bien sûr, qui est pour le président Laurent Gbagbo également, veut le laisser venir. Certains acteurs de la société civile sont d'accord sur le fait que le retour effectif de Laurent Gbagbo favorisera la réconciliation nationale. Donc est-ce que vous n'êtes pas finalement le seul à mener ce combat? Et est-ce qu'il va vraiment mener quelque part? Madame, vous pensez que les gens veulent nous faire croire encore que le retour de certaines personnes vont régler la question de la réconciliation? Au forum de réconciliation de 2001, on a demandé que Gueye rentre de Kabakouma, on a demandé que Ouattara rentre, on a demandé que Bédé rentre. Ils sont venus, ça donnait une scène théâtrale là. Est-ce que quelques mois après, il n'y a pas eu le 19 septembre 2002? Oui, pourquoi vous voulez que la question de la réconciliation soit tourne autour des élites? Monsieur Diaby, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour une réconciliation? Rien ne garantit une réconciliation. Pour une réconciliation, il faut que vous reconsidérez la position de l'enfant du boulanger qui a des droits. Il faut que vous reconsidérez la position du paysan
qui est à Saint-Franc là-bas, dont le bras a été amputé, dont la famille s'est disloquée, vous prenez sa Mais c'est situation bien en pour compte. ça, Oui. comme vous avez dit, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas juste, je retire le terme camp, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas que votre regard soit dirigé vers un seul endroit. Il faut que votre regard, en réalité, soit dirigé vers l'État ivoirien, vers la justice, pour que la justice fasse son travail. De façon simplement. équitable. On est d'accord. Oui. Mais le problème, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous constatez que la justice ne fait pas son travail Et vous d'un vous côté, opposez, mais vous dites à que la c'est par là-bas justice. que la justice doit faire son travail. Donc ça, là, finalement, Mais Monsieur vous Djabi, ne serez oui. pas efficace. Et je monsieur voudrais Djabi. même me projeter Et on a un mis mois le plus temps. tard. Je voudrais me projeter un mois plus tard. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, Ouais. il y réside. Vous allez appeler les membres de votre collectif tous les jours à faire des marches devant son domicile, dans la rue, manifester. devant la présidence, pour demander à ce qu'il soit inculpé, qu'il soit mis en prison. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il sera là de toute façon. Concrètement. Un matin, je pense qu'il va sortir gelé pour dire, mais je ne suis pas le seul quand même. Essayez de vous éparpiller pour voir tous les Est-ce que autres vous allez demander que vous soupçonnez. régulièrement aux membres de votre collectif Non, mais d'aller quelles sont les marcher actions qui vont être pour posées? qu'ils puissent Oui. être mis en prison? Non, quand les fonctionnaires en Côte d'Ivoire grèvent pour l'amélioration de leurs conditions de vie, vous trouvez ça normal, n'est-ce pas? Quand tout récemment, les agents de santé voulaient gréver Oui, parce qu'on n'a pas demander payé leurs droits. les droits, vous trouvez ça normal. Donc, pour une association qui se bat contre l'impunité, vous trouvez que ce n'est pas normal, c'est contre Non, je la demande loi. si vous Non, allez le faire. Non, non, justement, on quelles a sont nos les plans actions? d'action, Voilà, D'accord. on a nos plans C'est ce qu'on veut d'action savoir, qu'au ouais. fur et à mesure, on va Déployer. dérouler Ok. en fonction de nos besoins, mais sous réserve du respect strict des droits de la personne humaine. Bien sûr. Depuis 2001, nous manifestons, on n'a jamais brûlé, on n'a jamais insulté quelqu'un, on n'a jamais rien cassé. Pourtant, les hommes politiques, parce que quelqu'un a dit qu'il est candidat, on a commencé à faire le boycott actif qui a fait 80 personnes tuées. Donc, vous devez regarder ce côté-là aussi pour leur dire qu'il faut qu'ils se resocialisent pour éviter de faire des Ivoiriens des victimes. Nous, tant que les Ivoiriens auront peur pendant les élections, nous allons rentrer en action en utilisant des outils que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place. Les élections sont terminées. Hein? Non, ça vient. Oui, 2025 d'accord. Ok. arrive. Donc, vous êtes sûr qu'en 2020, vous n'avez pas eu peur. Tout le monde a eu peur. Ce n'est pas normal. Au Ghana, les élections se passent, il n'y a rien. Au Sénégal, idem. Au Bénin, idem. Pourquoi en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a des élections, les Ivoiriens ont peur? C'est la bonne question. C'est ça que nous avons estimé que sans une justice efficace, sans une justice efficace, sans une répression inclusive, les Ivoiriens auront toujours peur pendant les élections et ils seront les victimes des violences des hommes politiques. Très bien. C'est ça qu'il faut arrêter. Ok. Merci. Monsieur Isiaka Diaby, vous êtes président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été à notre compagnie. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, pour la suite, on vous donne rendez-vous avec l'équipe de la Foire d'Adil. Jean-Paul Adomont, Estelle Huya et Antonella Gatous. Cette équipe-là sera présente juste après. Et puis, Ah, d'accord, oui. immersion, juste après, en Faut compagnie de considérer, monsieur absolument. André Bois. Nous vous retrouvons demain sur ce même plateau. Là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Merci à À vous. demain. Merci.